il n'y a pas longtemps un de ces gentilshommes avec lance au râtelier, bouclier de cuir à l'ancienne, levrette pour la chasse et rosse efflanquée. Notre gentilhomme frisait la cinquantaine. Il était de constitution robuste, sec de corps, maigre de visage, toujours matinal et grand chasseur. On ne sait pas très bien s'il avait nom Quixada ou Quesada. Les auteurs qui en ont parlé sont en désaccord sur ce point. Néanmoins, d'après les conjectures, il est probable qu'il s'appelait Quechana. Or, il faut savoir que ce gentilhomme passait ses heures d'oisiveté, c'est-à-dire le plus clair de son temps, plongé avec ravissement dans la lecture des romans de chevalerie, au point qu'il en oublia presque l'exercice de la chasse et l'administration de son bien. Pour satisfaire cette avidité extravagante, il finit même par vendre plusieurs arpents de bonne terre et s'acheta autant de romans qu'il en put trouver. De tous les livres entassés dans sa bibliothèque, ses préférés étaient les ouvrages du célèbre Félicien des Silva, dont le style limpide et les discours entortillés faisaient ses délices. Il admirait surtout les déclarations d'amour et les lettres de défi, où abondaient des tournures du genre « La raison de la déraison que vous donnez à mes raisons affaiblit si bien ma raison que j'ai toutes les raisons de me plaindre de votre beauté. » De telles phrases faisaient perdre la tête au pauvre gentilhomme. Il prenait des nuits entières pour en débrouiller le sens. Bref, notre gentilhomme se donnait avec un tel acharnement à ses lectures qu'il y passait ses nuits et ses jours, du soir jusqu'au matin et du matin jusqu'au soir. Il dormait si peu et lisait tellement que son cerveau se dessécha et qu'il finit par perdre la raison. Il avait la tête pleine de tout ce qu'il trouvait dans ses livres. Enchantement, querelle, bataille, défis, blessures, galanterie, amour, tourment, aventure impossible. Et il crut si fort à ce tissu d'invention et d'extravagance qu'il lui vint la plus étrange pensée que jamais fou ait pu concevoir. Il crut bon et nécessaire, tant pour l'éclat de sa propre renommée que pour le service de sa patrie, de se faire chevalier errant et d'aller par le monde avec ses armes et son cheval chercher les aventures, comme l'avaient fait avant lui ses modèles, réparant comme eux toutes sortes d'injustices et s'exposant au hasard et au danger dont il sortirait vainqueur et où il gagnerait une gloire éternelle. Pour commencer, il nettoya une armure qui avait appartenu à ses aïeux, toute moisie et couverte de rouille, et qui gisait depuis des siècles oubliée dans un coin. Il en fourbit les pièces et les remit en état du mieux qu'il put, mais s'apercevant qu'il en manquait une d'importance, car en guise de aume, il n'y avait qu'un simple casque, il y suppléa par son ingéniosité en fabriquant avec du carton une sorte de visière qui, s'emboîtant dans le casque, donnait l'apparence d'un aume. Il alla ensuite voir sa monture. La pauvre bête avait plus de tard que d'années. Mais il lui sembla que ni le bucéphale d'Alexandre le Grand, ni le babier caducine ne pouvaient lui être comparés. Il passa les 4 jours qui suivirent à se demander quel nom il lui donnerait. Et c'est ainsi qu'après avoir composé, effacé, retranché, retourné 1000 noms dans sa tête, il lui donna celui de Rocinante, et qui lui parut noble et sonore, et signifiait clairement que sa monture avait été antérieurement une simple rosse, avant de devenir la
première de toutes les roses du monde. Ayant trouvé un si beau nom pour son cheval, notre gentilhomme voulut s'en donner un à lui-même. Et après y avoir réfléchi pendant 8 jours, décida de s'appeler Don Quichotte. Il se rappela alors que le valeureux Amadis avait ajouté à son nom celui de son pays, afin de le rendre illustre, et s'était fait appeler Amadis de Gaulle. Il décida donc d'ajouter au sien celui de sa patrie, et de s'appeler Don Quichotte de la Manche. Ayant fourbi ses armes, changé son casque en aume, donné un nom à son cheval et confirmé le sien, il ne manquait plus rien. Sinon, trouver une dame dont il pourrait s'éprendre. Car un chevalier errant sans amour est un arbre sans feuilles et sans fruits, un corps sans âme. Supposons, se disait-il, que pour mon malheur ou pour mon bonheur, je rencontre un géant, comme cela arrive fréquemment aux chevaliers de mon ordre, et que du premier coup je le renverse ou le fende par le milieu du corps. Il conviendrait d'avoir une dame à qui en faire présent, qu'il irait trouver et devant qui il s'agenouillerait en lui disant « Madame, je suis le géant Facecule, seigneur de l'archipel de Malindran, vaincu en combat singulier par l'illustre Don Quichotte, qui m'a ordonné de me présenter devant vous, afin que vous daigniez user de moi selon votre bon plaisir. » Ah, il était content, notre chevalier, quand il eut tenu un si beau discours. Et plus encore quand il eut choisi celle qui deviendrait sa dame. Et il y avait, semble-t-il, dans un village des environs, une jeune paysanne, fort avenante, dont il avait été quelque temps amoureux, mais qui, selon toute apparence, on n'avait jamais rien su et ne s'en était jamais douté. Cette demoiselle, nommée Aldonza Lorenzo, devint la dame de ses pensées. Et voulant pour elle un nom qui ne fut pas indigne du sien, et annonça la princesse, la grande dame, il l'appela Dulcinée du Toboso, car elle était native de ce village. Et ce nom lui parut tout aussi harmonieux, singulier et significatif que ceux qu'il avait trouvés pour lui-même et pour son cheval. Ces préparatifs achevés, Don Quichotte ne voulut pas attendre davantage pour mettre à exécution son projet. Ainsi, sans faire part à quiconque de ses intentions et sans être vu de personne, un matin, avant l'aube, c'était au mois de juillet et la journée promettait d'être chaude, il s'arma de pied en cap, monta sur Rocinante, ficela son aume à visière, fixa le bouclier à son bras, prit sa lance et par la porte de la basse-cour sortit dans la campagne, ravi de voir que tout commençait aussi bien. Il laissait son cheval marcher au gré de sa fantaisie, ce qui lui semblait le plus sûr moyen d'aller au-devant des aventures. Tout en cheminant, notre apprenti chevalier se tenait à lui-même ce discours. Heureux âge et siècle béni, qui verra imprimer mes glorieuses aventures, dignes d'être gravées dans le bronze, sculptées dans le marbre et peintes sur le bois, perpétuant ainsi ma mémoire dans les temps futurs. Oh, toi, sage enchanteur, à qui il incombera de faire la chronique de cette merveilleuse histoire, n'oublie pas, je t'en prie, mon bon Rocinante, compagnon fidèle de toutes mes errances. Et il marchait si lentement. Et le soleil montait si vite et tapait si dur que s'il avait eu un tant soit peu de cervelle, elle aurait fondu à la chaleur. Il chemina presque toute la journée sans qu'il lui arrivât rien qui mérite d'être rapporté, ce qui le mit au désespoir, car il aurait voulu rencontrer sans attendre une personne sur qui faire la preuve de sa vaillance et de sa force. Le soir venu, son cheval et lui étaient épuisés et morts de faim. Alors, regardant alentour s'il n'y avait pas un château, ou bien une cabane de berger,
passer la nuit et satisfaire son grand appétit, il aperçut, non loin de là, une auberge. Ce fut comme s'il avait vu l'étoile qui lui montrait non pas le chemin de Bethléem, mais la voie de son salut. Il pressa l'allure et arriva comme le soir tombait. Mais, comme tout ce que notre chevalier voyait, pensait ou imaginait, lui semblait reproduire ce qu'il avait lu dans les romans. Dès qu'il vit cette auberge, il crut qu'il avait devant les yeux un château, avec ses 4 tours et ses chapiteaux d'argent, sans oublier le pont-levis et les douves et autres accessoires qui accompagnent toujours la description de ce château. Arrivé à quelque distance de l'auberge, qu'il continuait de prendre pour un château, il retint la bride à Rocinante et attendit qu'un nain apparut entre les créneaux et sonna du corps pour avertir de l'arrivée d'un chevalier. Et comme le nain tardait à apparaître, et que Rocinante avait hâte d'être à l'écurie, il avança jusqu'à la porte de l'auberge. Il y avait par hasard, sur le pas de la porte, 2 filles de celles que l'on nomme publiques, et qu'il prit pour 2 gracieuses demoiselles ou 2 nobles dames se délassant à la porte de leur demeure. Sur cet entrefait, un porcher qui rentrait ses cochons souffla dans un cornet et les bêtes à ce signal se rassemblèrent. Mais Don Quichotte s'imagina aussitôt que le nain annonçait sa venue. Et tout joyeux s'approcha des dames qui, voyant arriver un homme en armure, lança la main et bouclier au bras, prirent peur et voulurent se réfugier dans l'auberge. Comprenant à leur fuite qui les avait effrayés, il releva sa visière de carton et découvrant son visage maigre et poussiéreux, leur dit fort courtoisement « Ne fuyez point, gentes demoiselles, vous n'avez rien à craindre, je suis chevalier errant, et l'ordre dans lequel je professe m'interdit d'offenser personne, et moins encore des dames d'aussi haut rang. » Les filles le regardaient, s'efforçant en vain de distinguer son visage sous l'espèce de visière qu'il cachait. Mais quand elles s'entendirent traiter de gentes demoiselles, ce qui était tout à fait inhabituel dans leur métier, elles ne purent s'empêcher de rire. Et quand l'aubergiste, un gros homme à la mine pacifique, aperçut ce personnage grotesque, affublé d'un équipement aussi hétéroclite que l'était la bride, la lance, le bouclier de cuir et le corselet, il eut le plus grand mal à garder son sérieux. Et effrayé, lui aussi, par tout cet attirail de guerre, il préféra s'adresser poliment à l'inconnu. Si monsieur le chevalier cherche où loger, ici nous n'avons pas de lit, mais pour le reste, il trouvera de tout en abondance. Voyant l'humilité du seigneur de ce château, car c'est ainsi qu'il lui apparaissait l'aubergiste et son auberge, Don Quichotte répondit « Pour moi, monsieur le châtelain, je me contente de peu. Comme dit la chanson, pour parure, j'ai mes armes, et pour repos, le combat. » L'aubergiste crut qu'on l'appelait châtelain parce qu'on le prenait pour un brave et honnête castillan, alors qu'il était andalou. Natif, comme bien des coquins de la plage de San Lucar, il s'avança pour tenir l'étrier à Don Quichotte qui descendit de cheval avec beaucoup de peine et d'effort, comme quelqu'un qui n'avait rien pris depuis le matin. Le chevalier lui recommanda d'avoir grand soin de son cheval, car entre toutes les bêtes qui mangeaient du foin, il n'y en avait pas de meilleur. L'aubergiste regarda Rocinante, qui ne lui parut ni de près ni de loin aussi bon que le prétendait son maître. Il l'installa cependant à l'écurie, puis revint voir ce que désirait son hôte, que les 2 filles étaient en train de désarmer. Elle lui avait ôté le dos et le plastron de sa cuirasse, mais malgré leurs efforts ne parvenaient ni à déboîter le hausse col, ni à retirer la visière cabossée attachée avec des rubans verts qu'elle ne pouvait dénouer, et qu'il aurait fallu couper, ce que notre chevalier refusa tout net. On dressa une table à la porte de l'auberge, où il faisait plus frais. L'aubergiste apporta à Don Quichotte une tranche de morue mal séchée, encore plus mal salée, avec un morceau de pain aussi noir que les racines de son armure. C'était à mourir de rire que de le voir manger, car avec le aume sur la tête et la visière levée, il ne pouvait rien porter à la bouche avec ses mains. Et il fallut qu'une des filles se chargeât de le nourrir. Mais notre chevalier acceptait tout cela avec patience, plutôt que de laisser couper les rubans
casque. Là-dessus, et tout à fait par hasard, arriva un châtreur de port. Il donna 3 ou 4 coups de sifflet, ce qui acheva de convaincre Don Quichotte qui se trouvait dans un grand château où on le servait en musique, que la morue était de la truite, le vieux quignon du pain blanc, les filles, de nobles dames, et l'aubergiste, un châtelain. Et il se félicitait d'avoir décidé cette sortie. Mais ce qui le chagrinait, c'est de n'être pas encore armé chevalier. Fort contrarié par cette pensée, il se leva, entraîna l'aubergiste dans l'écurie et après avoir fermé la porte, tomba à ses genoux en disant « Je ne me relèverai pas tant que votre courtoisie ne m'aura pas accordé la faveur que je sois par vous armé chevalier. » L'aubergiste, qui était infâme à toi et soupçonnait déjà que son hôte avait l'esprit dérangé, acheva de s'en convaincre en entendant parler de la sorte. Et pour avoir de quoi rire cette nuit-là, il décida d'accéder à ses vœux. « Ah, je n'entendais pas moins de votre magnificence, dit Don Quichotte. Je passerai cette nuit à veiller mes armes dans la chapelle de votre château. » L'aubergiste lui dit que dans son château, il n'y avait pas de chapelle. Parce qu'il venait de la faire abattre pour en construire une nouvelle. Mais il savait qu'en cas de nécessité, la veillée d'armes se faisait n'importe où. Elle pourrait donc avoir lieu cette nuit dans une des cours du château. Aussitôt, Don Quichotte se prépara à sa veillée d'armes dans la grande cour de l'auberge. Il ramassa toutes celles qu'il possédait, les déposa sur un abreuvoir à côté d'un puits, et embrassant son bouclier et saisissant sa lance, il se mit à aller et venir devant l'abreuvoir d'un air digne. Il faisait nuit, mais la lune était si claire que l'on pouvait distinguer tout ce que faisait l'apprenti chevalier. Tantôt, il se promenait paisiblement, tantôt, appuyé sur sa lance, il fixait ses armes d'un air digne. Il se trouve qu'un des muletiers qui logeait à l'auberge voulut donner à boire à ses bêtes. Il lui fallait pour cela ôter les armes sur l'abreuvoir. Le voyant s'approcher, Don Quichotte s'écria « Qui que tu sois, prends garde, toi qui oses t'approcher des armes des plus vaillants chevaliers errants, ayant jamais porté l'épée, ne t'avise pas de les toucher, si tu ne veux pas perdre la vie au prix de ton audace. » Le muletier ne fit point qu'à cet avertissement et mal lui en prit, au contraire. Saisissant les armes dans les courroies, il les jeta aussi loin qu'il put, ce que voyant Don Quichotte leva les yeux vers le ciel et s'adressa selon toute apparence à Dulcinée. « Secourez-moi, madame, en ce premier affront que l'on fait à ce cœur qui vous appartient, et daignez, en ce premier péril, m'accorder votre faveur et votre protection. » Et tandis qu'il donnait ses propos, et d'autres du même genre, il lâcha son bouclier, empoigna sa lance à 2 mains et asséna un premier coup sur la tête du muletier, qui l'envoya rouler à terre en si piteux état qu'au deuxième, il aurait expédié le pauvre homme dans l'autre monde, puis il ramassa ses armes et se remit à marcher de long en large comme si de rien n'était. Mais voilà qu'un autre muletier, ignorant ce qui venait de se passer, car son compagnon n'était pas encore revenu à lui, arriva à son tour dans l'intention de donner à boire à ses mules. Comme il s'approchait pour ôter les armes de l'abreuvoir, Don Quichotte, sans dire mot, dit demander protection à personne, lâcha de nouveau son bouclier, leva une nouvelle fois sa lance, et sans le moindre dommage pour son arme, fendit en 4 la tête du second muletier. Les autres muletiers, voyant leur compagnon en si triste état, firent pleuvoir des pierres sur Don Quichotte, qui se protégeait du mieux qu'il pouvait avec son bouclier et n'osait s'écarter de l'abreuvoir pour ne pas abandonner ses armes. « Lâche, traître, jetez-moi des pierres et insultez-moi autant que vous voudrez. Vous allez voir quel sort je réserve à votre insolence. » Il disait ces mots avec tant de fougue et d'aplomb qu'il répandit la terreur parmi les assaillants. L'aubergiste, trouvant que les plaisanteries de son hôte avaient assez duré, fit cesser la grêle de pierre et sans attendre qu'il arrivât un autre malheur, décida de lui donner ce maudit ordre de chevalerie. Accompagné des demoiselles mentionnées plus haut, il revint auprès de Don Quichotte, à qui il ordonna de se mettre à genoux, lui rappela que le château n'avait pas de chapelle, mais que pour ce qui restait à faire, il n'était pas indispensable. Il leva la main et lui donna une bonne tape sur la nuque, puis du plat de l'épée un coup bien frappé sur l'épaule, sans cesser de marmonner entre ses dents. Il demanda à l'une de ces dames de ceindre l'épée au chevalier, en ce qu'il fit avec beaucoup de grâce et de dignité. Et il en fallait une bonne dose pour ne pas éclater de rire à tout moment.
mais les prouesses que venait d'accomplir notre apprenti chevalier empêchaient l'assistance de manifester la moindre hilarité. C'est surprenant. Cérémonie s'était déroulée à la hâte, presque au galop. Dès qu'elles furent terminées, Don Quichotte, qui brûlait de partir sur son cheval en quête d'aventure, sella Rocinante, l'enfourcha et sortit de l'auberge aux premières heures du jour, si content et si fier d'avoir été enfin promu chevalier, que sa joie éclatait par tous les bords de son armure. Quichotte résolut de retourner chez lui, car il comptait prendre à son service un de ses voisins, un paysan pauvre qui avait des enfants auxquels la fonction d'écuyer dans la chevalerie errante irait comme un gant. À force de belles paroles et de promesses, il finit par persuader ce brave homme de partir avec lui et de lui servir d'écuyer. Donc Quichotte lui disait, entre autres choses, qu'à la première aventure où il gagnerait un archipel, ce qui n'avait pas tardé, il lui en confierait le gouvernement, et qu'il avait donc tout avantage à l'accompagner. Alléché par ces propositions, Sancho pensa, et c'était le nom du paysan, laissa sa femme et ses enfants pour devenir écuyer en titre de son voisin. Et il pensait emmener son âne, qui était une bonne bête, car il n'était pas dans ses habitudes d'aller beaucoup à pied. C'était embarrassa quelque peu Don Quichotte, qui chercha à se rappeler si jamais chevalier errant avait été accompagné d'un écuyer à dos d'âne. Comme aucun exemple lui revenait en mémoire, il y consentit néanmoins. C'est ainsi qu'une nuit, Sancho pensa et Don Quichotte quittèrent le village sans être vus de personne. Et sans avoir dit adieu, le premier à sa femme, le second à sa nièce et à sa gouvernante. Ils cheminèrent si longtemps qu'au lever du jour, ils étaient convaincus qu'on ne pourrait pas les rattraper même si on se mettait à leur recherche. Sancho allait sur son âne, comme un patriarche, avec son bissac et son outre, impatient d'être nommé gouverneur de l'archipel que son maître lui avait promis. C'est alors qu'ils découvrirent dans la plaine 30 ou 40 moulins à vent. Dès que Don Quichotte les aperçut, il dit à son écuyer, « Ah, la chance qu'on dit nos affaires mieux que nous ne pourrions le souhaiter. Ne vois-tu pas là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés ?» Des géants? Où ça? Là, devant toi, avec ces grands bras dont certains mesurent presque 2 lieues. Alors donc, monsieur, ce qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des géants, des moulins. Est-ce que vous prenez pour des bras? Ce sont leurs ailes qui font tourner les meules quand le vent les pousse. On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière. Le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Et aussitôt, il donna des éperons à Rocinante sans se soucier des avertissements de Sancho qui lui criait que ceux qui allaient attaquer étaient bien des moulins et non des géants. Mais Don Quichotte était tellement sûr de son fait qu'il n'entendait pas les cris de Sancho et que même arrivé devant eux, il ne voyait pas qu'il se trompait. Ne fuyez pas, lâche et vile créature, c'est un seul chevalier qui vous attaque. Sur ces entrefaites, le vent se leva et les grandes ailes commencèrent à tourner. Ce que voyant Don Quichotte reprit, « Oh, vous aurez beau agiter plus de bras que n'en avait le géant Briaré, je saurais bien vous le faire payer. » Là-dessus, il se recommanda de tout son cœur à sa dame Dulcinée, la priant de le secourir en ce péril extrême. Puis, bien couvert de son écu, la lance en arrêt, il se précipita au grand galop de Rocinante et, chargeant le premier moulin qui se trouvait sur sa route, lui donna un coup de lance dans l'aile, laquelle, actionnée par un vent violent, brisa la lance, emportant après elle le cheval et le chevalier qu'elle envoya rouler sans ménagement dans la poussière. Sancho se
secourir son maître et le trouva qu'il ne pouvait plus remuer, tant la chute où l'avait entraîné Rocinante avait été rude. Miséricorde, est-ce que je voulais pas dire, moi, de faire attention que c'était des moulins avant? Il n'y avait pas moyen de s'y tromper, à moins d'avoir d'autres moulins qui vous tournent dans la tête. Tais-toi, Sancho. À la guerre, plus qu'ailleurs, on ne peut jamais savoir comment les choses vont tourner. Pour moi, je pense, et c'est la vérité, qu'un enchanteur a transformé ces géants en moulins pour me ravir l'honneur de les avoir vaincus. Si grande est la haine qu'ils me portent. Et au bout du compte, mon épée sera plus forte que tous ces maléfices. Dieu en décidera, conclut Sancho. Et il aida son maître à le relever et à remonter sur Rocinante qui avait le dos tout démanché. Don Quichotte était particulièrement affligé d'avoir perdu sa lance. Et quand il s'aperçut que son casque n'avait plus de visière, il faillit perdre l'esprit. La main à l'épée et les yeux au ciel, il s'écria « Je fais serment au Créateur de toutes choses, et sur les 4 évangiles que je n'ai pas sous la main, de mener la même vie qu'Ogier le Danois. » Après qu'il eut juré de venger la mort de son neveu Baudouin, il cessa toute fredaine avec sa femme, et bien d'autres choses encore dont je ne me souviens plus, mais auxquelles moi aussi je m'engage, jusqu'à ce que j'ai ôté par la force à un autre chevalier un aume à visière, aussi bon qu'était le mien. Oh, ne crois pas que je fasse ce serment à la légère, car là encore j'ai un modèle. La même chose est arrivée au pied de la lettre avec le aume de Membrun qui a coûté si cher à Sacripant. Le diable, tous vos serments, monsieur, ils sont très mauvais pour la santé. Mais redressez-vous un peu, vous êtes tout de travers. Sans doute à cause de votre chute. Ils remontèrent aussitôt à cheval et se hâtèrent de gagner un village avant la tombée du jour. Ils arrivaient près d'une cabane de chevriers quand le soleil disparut, et avec lui, tout espoir d'atteindre leur but. Ils décidèrent de s'y arrêter, au grand mécontentement de Sancho, qui aurait préféré dormir sous un toit, tandis que son maître se réjouissait de passer la nuit à la belle étoile, car c'était pour lui une manière de faire acte d'appartenance à la chevalerie errante. Bon accueil des chevriers, qui invitèrent de bon cœur leur hôte à partager leurs provisions. Ils s'assirent en rond, tous les 6, autour des pots, non sans avoir fait à Don Quichotte l'insigne honneur de lui proposer pour siège une auge renversée. Notre chevalier s'y installa, tandis que Sancho restait debout pour lui passer la coupe, creusée dans une corne. Afin que tu reconnaisses, Sancho, l'excellence de la chevalerie errante, sache que ceux qui appartiennent à cet ordre, à quelque grade que ce soit, ne peuvent manquer de mériter rapidement la considération et le respect. Je veux que tu t'assoies à mes côtés, en compagnie de ces braves gens, et que tu ne fasses qu'un avec moi qui suis ton seigneur et maître, que tu manges dans mon plat, et que tu boives ce que je boirai. Car on peut dire de la chevalerie errante, comme de l'amour, qu'elle nous rend tous égaux. Grand merci, monsieur, mais je dois vous avouer que moi, du moment que j'ai de quoi manger, j'aime autant manger debout. En prenant mes aises, assis à côté d'un empereur. Et pour tout vous dire, je préfère un bout de pain et un oignon que je mangerai dans mon coin, sans faire de manière, à toutes les dindes et autres volatiles qu'on pourra me servir à une table, où je serai obligé de marcher lentement, de boire à petits coups, de m'essuyer à chaque instant, sans pouvoir éternuer ou tousser s'il m'en vient l'envie. Ni faire d'autres choses qu'on peut se permettre dans la solitude et la liberté. Je ne peux pas t'empêcher de t'asseoir à côté de moi. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève, et le saisissant par le bras, il le força à lui obéir. Le chevrier ne comprenait rien à ce jargon d'écuyer et de chevalier errant, et se contentait de manger sans dire mot, en regardant leur hôte qui, avec bonne humeur et appétit, engloutissait des morceaux gros comme le poing. Quand Don Quichotte eut
pleinement satisfait de son appétit, il prit une poignée de glands et les considérant avec attention, s'écria: heureuse époque et siècle béni que les anciens ont nommé l'âge d'or, parce que ceux qui vivaient alors ignoraient le sens de ces deux mots, tien et mien. En ces temps-là, tout était commun à tous. Pour trouver sa nourriture, il suffisait à l'homme de lever la main pour cueillir le fruit doux et savoureux que le chêne robuste lui tendait gracieusement. Les sources claires, les rivières rapides lui offraient, dans une généreuse abondance, une eau transparente et pure. Aux fentes des rochers, au creux des troncs, s'établissaient les abeilles laborieuses, abandonnant aux premiers venus, sans rien exiger en retour, leur fertile et délicieuse récolte. Les entrailles bienfaisantes de notre mère originelle, sans y être forcée, offraient toutes les ressources de son sein, vaste et fécond, pour satisfaire, pour nourrir, pour réjouir ses enfants. Alors, les chastes et jolies bergères s'en allaient de vallée en vallée et de colline en colline, cheveux au vent, juste assez vêtus pour couvrir ce que la pudeur exige et a toujours exigé que l'on tienne couvert. Tout n'était que paix, harmonie et concorde. Cette longue harangue dont il aurait aussi bien pu se dispenser, notre chevalier la prononça parce que les glands lui avaient rappelé l'âge d'or. Et il débuta ce beau discours à l'intention des chevriers qui l'écoutèrent sans dire mot, bouche bée. Quand il eut terminé, un des chevriers lui dit: Monsieur le chevalier errant, pour vous démontrer une fois de plus notre désir de vous plaire et de vous servir, nous allons demander à un de nos compagnons qui va pas tarder à venir de chanter. Hein. C'est un jeune berger, très beau parleur et très amoureux. Il sait lire et écrire et il joue de la viole à faire pleurer les pierres. À peine le chevrier avait-il achevé sa phrase qu'on entendit le son d'une viole. Et presque aussitôt parut celui qui en jouait, un jeune homme d'environ 22 ans, fort aimable d'aspect, et sans se faire prier davantage, il s'assit sur la souche d'un chêne, accorda sa viole, et d'une voix fort agréable, chanta ce qui suit. Sachant que tu connais ma flamme et qu'à la tienne je me brûle, de ton amour je me réclame et devant rien je ne recule. Bien que te voyant si sévère, quand je te montre mon émoi en toi, mon cœur toujours espère et conserve entière sa foi. Aussi par-delà tes froideurs, tes cruautés de fillonnette, quand je vois poindre tes ardeurs, aussitôt ma passion s'apprête. Et malgré ton indifférence, car ton regard est un amour, je sens refleurir l'espérance de connaître des jours plus beaux. Quand l'amant va servir sa dame et lui montrer sa courtoisie, un seul sourire est une flamme pour sa passion inassouvie. Malgré tes dédains et refus, tu peux toujours ignorer les hommages que j'ai rendus à ta glorieuse beauté. Un jour, parlant à ta louange, à Thérèse du Bérocal,
Qui croit, dit-elle, aimer un ange, aime une guenon qui fait mal. Ce n'est que beauté contrefaite, faux cheveux que l'on porte bien. Ces hypocrites amulettes, trompe amour, ne valent rien. Mamie, je pense à toi sans cesse, et toujours dans un bon dessin. Je ne te veux point pour maîtresse, car je vais demander ta main. Les liens de l'église sont doux, son joug très tendre et très léger. Si tu viens te mettre dessous, moi-même courrais m'y ranger. Si tu refuses de m'aimer et d'accéder à mon dessein, je jure alors de m'exiler, d'aller me faire capucin. Le chèvrier cessa de chanter. Don Quichotte le pressa de continuer, mais Sancho s'y opposa, car il avait davantage envie de dormir que d'écouter des chansons. Il me semble, monsieur, que le moment est venu de choisir un endroit où passer la nuit. Et puis dites-vous qu'avec le métier qu'ils font, ces braves gens ne peuvent pas se permettre de passer la nuit à chanter. J'ai bien compris, Sancho. Tes visites répétées à l'autre t'ont rendu le sommeil plus nécessaire que la musique. Je suis pas le seul, grâce à Dieu. Bon, alors arrange-toi comme tu voudras. Pour moi, je suis mieux à veiller qu'à dormir. Et il ne dormit pas d'un seul instant, songeant à sa dame Dulcinée, pour faire comme les chevaliers de ses livres, qui passaient des nuits entières dans les bois ou les champs, à remémorer la beauté de leur dame. Point le cas de Sancho. Comme il avait l'estomac bien rempli avec autre chose que de l'eau de chicorée, il dormit d'un trait jusqu'au matin. Mais si son maître ne l'avait appelé, ni les rayons du soleil qui frappaient en plein visage, ni le chant des oiseaux, qui étaient nombreux à saluer allègrement la venue du jour, n'auraient pu le tirer de son sommeil. Notre chevalier ordonna aussitôt à Sancho de sceller Rocinante et de mettre le pas à son âme. L'écuyer s'empressa d'obéir, et après avoir fait leurs adieux au chevrier, s'enfoncèrent dans un bois, où Don Quichotte arracha à un arbre une branche sèche, et il y mit le fer qu'il avait ôté à celle qui était brisée, et dit à Sancho: je me rappelle avoir lu qu'un chevalier espagnol, Diego Pérez de Vargas, ayant brisé son épée au cours d'une bataille, arracha d'un chêne une grosse branche, et s'en servit le jour même pour accomplir tant d'exploits et assommer tant de morts, que le surnom de l'assommeur lui resta. Et depuis, ses descendants sont toujours appelés Vargas, assommeur. Ils débouchèrent sur une prairie couverte d'herbes tendres et traversée par un ruisseau si frais et si paisible que l'heure brûlante de la sieste approchant, ils se sentirent conviés, presque contraints de mettre pied à terre, laissant l'âne et Rocinante paître à leur guise l'herbe abondante. Sancho ne s'était pas donné la peine d'entraver Rocinante, car il le savait placide, et
et si peu ardent que toutes les juments de la plaine de Cordoue n'auraient pas suffi à le débaucher. Mais le sort, ou le diable qui ne dort que d'un œil, voulut que des muletiers choisissent le même endroit que Don Quichotte pour y faire un somme et donner herbe et eau à leurs troupeaux. Tout d'un coup, il vint à Rocinante le désir de frelater avec ses dames mules. Aussitôt qu'il les eut reniflées, délaissant son allure ordinaire et sans demander la permission à son maître, il partit d'un petit trot, fringant, leur communiquer son besoin. Mais les mules avaient, semble-t-il, plus envie de paître que d'autre chose. Elles le reçurent à coups de fer et de dents, si bien que très vite les sangles de Rocinante cassèrent et qu'il se retrouva sans selle, tout nu. Pire encore, voyant qu'on voulait abuser de leurs bêtes, les muletiers accoururent armés des pieux et lui donnèrent une telle correction qu'ils l'étendirent par terre. Don Quichotte, voulant venger l'affront que l'on faisait à son cheval, dégaina son épée et fonça sur les muletiers, suivi de Sancho emporté par l'exemple de son maître. Dans son élan, Don Quichotte atteignit les muletiers et d'un coup de lame fendit la peau de bête dont il était vêtu et aussi une bonne partie de son dos. Les autres, enhardis par leur nombre, attrapèrent leurs bâtons, les encerclèrent et firent pleuvoir sur eux une volée de coups. À dire vrai, au deuxième, Sancho était déjà par terre, où Don Quichotte, malgré son adresse et son allant, le rejoignit bientôt. Le sort voulut qu'il tombât au pied de Rocinante, qui ne s'était toujours pas relevé. S'étant ainsi dédommagés, les muletiers chargèrent leurs bêtes aussi vite qu'ils purent et reprirent la route, laissant nos deux aventuriers en bien mauvais état. Sancho pensa, revint à lui le premier, et couché près de son maître, il l'appela d'une voix mourante. Monsieur Don Quichotte. Oh, Monsieur Don Quichotte. Que veux-tu, Sancho? Répondit Don Quichotte sur le même ton dolent et plaintif. Dans combien de temps pensez-vous que nous pourrons remuer les pieds? Pour ma part, je ne saurais t'en donner le nom compte exact. Oh, si seulement j'avais pensé à remplir une fiole avec de l'élixir de fier à bras, il aurait suffi d'une goutte pour nous épargner du temps et des remèdes. Quelle fiole? Et quel élixir? Un élixir dont j'ai gardé la recette en mémoire. Quiconque l'a en sa possession n'a plus à redouter la mort, ni à craindre de succomber à aucune blessure. Miséricorde, qu'est-ce que vous attendez, monsieur, pour la préparer et m'en donner la recette? Lève-toi, Sancho, si tu le peux. Trouve un peu d'huile, de vin, du sel et du romarin pour que je prépare l'élixir. Après avoir poussé au moins 30 gémissements. Ah. Celui qui l'avait entraîné là, Sancho essaya de se lever, mais dut s'arrêter à mi-chemin, courbé en deux comme un arc, sans parvenir à se redresser. Dans cette posture fort incommode, il alla jusqu'à son âne chercher du romarin, de l'huile, du sel et du vin. Don Quichotte prit les ingrédients, les mélangea un bon moment jusqu'à ce que la composition lui parut à point. Cela fait, notre chevalier voulut aussitôt expérimenter par lui-même la vertu de ce précieux breuvage. Il fut aussitôt secoué de nausées et de spasmes. Transpirant abondamment, il demanda à Sancho de le couvrir et de le laisser seul. Ce qui fut fait. Il dormit plus de 3 heures.
lesquels il se réveilla, frais et dispos. Et sans aucune douleur. Si bien qu'il ne douta point d'avoir réussi à fabriquer l'élixir de fier à bras. Sancho pensa, convaincu lui aussi que la guérison de son maître tenait du miracle, le supplia de lui laisser finir le reste. Don Quichotte y consentit, Sancho, sans hésiter, prenant le pot à deux mains, en avala le contenu d'une seule traite, c'est-à-dire à peu près autant que son maître, mais il devait avoir l'estomac moins résistant que celui-ci, car avant de vomir, il fut pris de nausées, de haut le cœur, de malaise, de sueur froide, tant et si bien qu'il crut sa dernière heure venue. Et dans son affliction, il ne cessait de maudire la potion et le gredin qu'il lui avait donné à boire. Don Quichotte, le voyant en cet état, lui dit « Je crois, Sancho, que tout ton mal vient que tu n'es pas armé, chevalier. Et sans doute cette liqueur ne peut-elle profiter qu'à eux seuls. Oh malheur! À moi et à mes ancêtres, puisque vous le saviez, monsieur, vous n'auriez pas dû me laisser écouter. » À ce moment-là, le breuvage fit son effet et le pauvre écuyer commença à se vider par les deux bouts. Sancho, au lieu de se sentir soulagé comme son maître, était tellement affaibli et brisé qu'il pouvait à peine tenir debout. Mais Don Quichotte, qui se sentait tout gaillard et dispo, voulut partir sur le champ en quête de nouvelles aventures. Impatient, il scella lui-même Rocinante, mit le bas à l'âne de son écuyer, qui l'aida à monter sur sa bête après l'avoir aidé à s'habiller. Puis il enfourcha son cheval. Sancho était si abattu, si éreinté, qu'il n'avait même pas la force de talonner son âne. Et voyant que Rocinante cheminait d'un bon pas et le laissait loin derrière, il dut crier à son maître de l'attendre. Don Quichotte l'entendit, retint la bride du cheval, Sancho rejoignit son maître et lui dit « Si je peux me permettre de me donner mon avis, monsieur, je crois que nous devrions rentrer chez nous. C'est le moment de faire la moisson et de s'occuper de nos affaires, au lieu de courir les chemins et de tomber, comme on dit, de fièvre en mal chaud. On voit que tu n'y connais rien, Sancho, en matière de chevalerie. Tais-toi et prends patience. Le jour viendra où tu verras de tes propres yeux combien l'exercice de cette profession est honorable. Car enfin, dis-moi, quelle satisfaction y a-t-il en ce monde, quel plaisir qui puisse égaler celui de triompher au combat et de vaincre son ennemi? Aucun, je t'assure. C'est possible. Mais j'en sais rien, parce que moi, ce que je sais, c'est que depuis que nous sommes chevaliers errants, ou plutôt depuis que vous l'êtes, monsieur, parce que moi j'ai pas l'honneur de compter au nombre de ces personnes, quand c'est pas à coup de bâton qu'on nous tombe dessus, c'est à coup de poing, avec pour moi l'avantage supplémentaire d'être berné par des gens enchantés, de qui je ne peux même pas me venger, ce qui m'empêche de savoir jusqu'où peut aller le plaisir de vaincre l'ennemi dont vous parlez. Nuage de poussière qui s'avançait vers eux. Se tournant vers son écuyer, il dit « Voici enfin venir le jour Sancho, où va se manifester tout le bien que ma destinée me réserve. Voici le jour où va apparaître plus qu'aucun autre la force de mon bras, où je vais accomplir des exploits dignes de figurer dans le livre de la renommée pour les siècles à venir. Tu vois, Sancho, ce tourbillon de poussière, il s'élève sous les pieds d'une armée innombrable qui vient vers nous, composée de gens de toutes les nations. » À ce compte-là, monsieur, c'est pas une, mais deux armées qui arrivent, parce qu'il en vient autant de l'autre côté. Don Quichotte se retourna et vit que c'était vrai. Il en ressentit une joie extrême, persuadé que deux armées s'apprêtaient à livrer bataille au milieu de cette vaste plaine. Or, cette poussière était soulevée par deux grands troupeaux de moutons qui venaient sur la route de deux points différents
et que l'on ne pouvait distinguer sous ce nuage, à moins d'en être tout près. Don Quichotte affirmait néanmoins avec tant d'obstination que c'était des armées, que Sancho finit par le croire. Apprends, Sancho, que cette armée qui marche droit sur nous est commandée par l'illustre Ali Fanfaron, empereur de la grande île de Taprobane. Et cette autre qui arrive de l'autre côté est celle de son ennemi, le roi des Garamantes, Pentapolin, à la manche retroussée. Qu'on l'appelle ainsi parce qu'il combat le bras nul. Mais suis attentivement ce que je vais te dire, et regarde bien, je veux te faire connaître les principaux chevaliers qui conduisent ces armées. Et afin que tu puisses les observer à ton aise, retirons-nous sur cette éminence, d'où l'on peut les observer toutes deux. Ils gravirent une hauteur, d'où ils auraient pu en effet distinguer les deux troupeaux que Don Quichotte prenait pour des armées s'il avait été aveuglé par tant de poussière. Mais notre chevalier, voyant dans son imagination ce qui n'existait pas, commença d'une voix forte. Ce chevalier aux armes dorées que tu vois là-bas, dont l'écu représente un lion couronné couché au pied d'une jeune fille, et le vaillant Localco, seigneur du pont d'argent, cet autre dont l'armure est frappée de fleurs d'or, et l'écu de 3 couronnes d'argent sur champ bleu, et le redoutable Micocolombo, grand-duc de Quirossi, et ce géant à sa droite, et l'intrépide chevalier Brandabarbahan de Polish, seigneur des 3 Arabies. Il a pour cuirasse une peau de serpent, et pour bouclier une porte, qui provient, dit-on, du temple que Samson renversa, quand par sa propre mort il se vengea de ses ennemis. Tourne maintenant la tête de l'autre côté, et tu verras à la tête de cette autre armée Timonel de Carcassonne, prince de la Nouvelle Biscaye, toujours victorieux, toujours invaincu. Il porte une armure écartelée d'azur, de sinople d'argent et d'or, et sur son écu, un chat doré, en chant de gueule, avec la devise Miaou, qui est le commencement du nom de sa dame, l'incomparable Miaouline, fille du duc Alphonican de l'Argare. Et cet autre qui presse ses talons ferrés, les flancs mouchetés de ce zèbre agile et véloce, avec de verre d'azur à son blason, et le puissant duc de Nerbie, Espartafilard du Bocage, qui porte sur son écu un champ d'asperges, avec cette devise en espagnol, Rastrea mi suerte. Sancho, qui ne disait mot, était suspendu aux paroles de son maître. De temps en temps, il tournait la tête pour voir s'il n'apercevait pas les chevaliers, les géants que Don Quichotte lui désignait, mais comme il ne voyait toujours rien, il finit par lui dire « Que Dieu m'emporte, monsieur, il n'y a ici ni géant, ni chevalier, ni tous ces gens que vous dites, moi, dis-moi, je ne les vois pas. Ça va être encore une histoire d'enchantement. » Comment est-il possible, Sancho, que tu n'entendes pas le hennissement des chevaux, la sonnerie des clairons, le roulement des tambours? Moi, monsieur, je n'entends que des moutons qui bêlent. Ce qui était vrai, car les troupeaux étaient maintenant tout près. C'est la peur, Sancho, qui t'empêche de voir et d'entendre comme il faut, car elle a parmi d'autres effets celui de troubler les sens et de faire que les choses paraissent autrement qu'elles ne sont. Et si ta frayeur est trop grande, mets-toi à l'écart, et sans attendre. Il est prendre la racinante et la lance en arrêt, dévala la colline à la vitesse de l'éclair. Sancho lui criait « Revenez, monsieur, revenez au nom du ciel, ce sont des moutons et des brebis que vous allez attaquer. Ah, quel malheur, vous êtes fous. Il n'y a pas plus de géants que de chevaliers, pas plus de chats que d'armoiries, ni d'écus coupés ou entiers, ni de chants de gueule, ni rien du tout. Ah, misère, qu'est-ce que vous faites ?» Il en fallait plus pour interrompre la cour de Don Quichotte qui criait encore plus fort « Sus, ennemis, suivez-moi, chevalier qui combattez sous le drapeau du vaillant empereur Pentapolin à la manche retroussée. Vous allez voir comme je saurai facilement le venger du terrible Ali Fanfaron de la Taprobane. » Sur ces mots, il se rua au milieu de l'escadron de moutons et se mit à distribuer des coups de lance avec autant de fureur et de courage que s'il transperçait ses plus cruels ennemis. Les gardiens et bergers qui menaient le troupeau lui priaient d'arrêter, mais voyant qu'ils ne les écoutaient pas, délire leur fronde et commencèrent à lui chatouiller les oreilles avec des pierres grosses comme le poing. Il en fallait plus pour inquiéter Don Quichotte qui courait de tous côtés. Où es-tu? Où es-tu, orgueilleux Ali Fanfaron? Viens ici. C'est un combat singulier que je veux mettre tes forces à l'épreuve et t'ôter la vie pour venger l'affront que tu fais subir à Pentapolin, roi des Garamantes. À ce moment-là, un caillou l'atteignit. Il enfonça 2 côtes. Se croyant mort, ou du moins grièvement blessé, il se rappela qu'il avait en sa possession l'élixir miraculeux. Il sortit le flacon, le porta à sa bouche et commença à se remplir l'estomac de la précieuse liqueur. Mais avant qu'il lui avalait la dose qu'il jugeait nécessaire, une deuxième pierre vint briser le flacon qu'il tenait à la main et chemin faisant, lui emporta 3 ou 4 dents et 2 doigts. Ce deuxième coup
aussi violent que le premier eut raison de notre pauvre chevalier qui tomba de cheval. Les bergers accoururent, croyant l'avoir tué, ils réunirent en toute hâte. Leurs troupeaux chargèrent leurs bêtes mortes sur leurs épaules. Il y en avait au moins 7. Et filèrent sans demander leur reste. Sancho était resté tout ce temps sur la colline, à contempler les folies de son maître, maudissant l'heure et l'occasion où il l'avait mis sur sa route. Mais voyant Don Quichotte tomber à terre, et les bergers déjà loin, il descendit pour lui porter secours. Son maître n'était pas évanoui, mais en fort piteux état. « Ah, monsieur !» s'écria l'écuyer. « Vous avez bien dit qu'il fallait faire demi-tour, que ce que vous alliez attaquer, ce n'était pas une armée, mais un troupeau de moutons. » Ça te montre le pouvoir qu'a ce diable d'enchanteur, mon ennemi, de transformer ou de faire disparaître les choses à son gré. Apprends qu'il est très facile à ces gens-là de nous faire voir ce qui leur plaît. Ce misérable qui me poursuit, envieux de la gloire que j'allais gagner dans la bataille, a changé les 2 escadrons de soldats en troupeau de moutons. Mais approche. Et regarde combien il me manque dedans, parce que j'ai l'impression qu'il ne m'a pas resté une seule dans la bouche. Sancho s'était tant approché qu'il avait presque les yeux dans la bouche de son maître. Juste à ce moment-là, la potion achevée d'opérer, rejeta aussi sec qu'une arquebuse tout ce qu'il avait dans le corps sur la barbe de son fidèle et charitable écuyer. Celui-ci s'écria « Sainte Vierge! Qu'est-ce qui m'arrive encore? Ce pauvre homme doit être blessé à mort, il rend le sang par la bouche. » Cependant, il reconnut bien vite, à la couleur, à la saveur et à l'odeur, que ce n'était pas du sang, mais l'élixir qu'il y avait vu boire. Alors d'un tel dégoût que le cœur lui tourna et qu'il vomit ses tripes au nez de son maître. Et les voilà tous les deux bien arrangés. Sancho revint vers son âne pour chercher dans son bissac de quoi s'essuyer, maudissant une fois encore le sort. Il se promit de laisser là son maître sans retourner chez lui, quitte à perdre son salaire. De tout espoir d'être un jour gouverneur de l'archipel. Don Quichotte s'était levé. Mettant la main gauche devant sa bouche pour empêcher les quelques dents qui lui restaient de tomber, il saisit la main droite la bride de Rocinante, qui en bon et fidèle serviteur ne s'était pas écarté un seul instant de son maître, et alla rejoindre son écuyer qui trouva appuyé contre son âne, la joue dans la main, l'air sombre et pensif. « Apprends, Sancho, dit-il en le voyant si désespéré, que tous ces orages qui s'abattent sur nous sont autant de signes que le temps va bientôt se mettre au bout et nos affaires suivre un cours meilleur. Ni le mal ni le bien ne sont durables. Par conséquent, le mal ayant beaucoup duré, le bien doit être proche. Dieu qui pourvoit à tout ne saurait nous abandonner, surtout quand nous n'avons d'autre but que de le servir. Il n'abandonne ni le moucheron dans l'air, ni le vermichot sur la terre, ni le tétard sous l'eau. Il fait briller sa lumière sur le bon et le méchant et fait pleuvoir sur l'injuste comme sur le juste. Vous, monsieur, vous étiez plutôt fait pour être prédicateur que chevalier errant. Partons d'ici et tâchons de trouver où loger cette nuit. Allons, remonte sur ton âne, mon brave Sancho, et suis-moi. Fasse le ciel que ce soit dans un endroit où il n'y a ni mort enchantée, ni fantôme, parce que si on a, j'enverrai tout au diable. Ils se dirigèrent du côté où ils pensaient trouver à se loger. Comme ils avançaient lentement, l'obscurité les surprit en chemin. Monsieur, il y aura près d'ici une source, ou un ruisseau qui donne sa fraîcheur à toute cette herbe. Si nous poussons un peu plus loin, nous allons sûrement trouver de quoi apaiser cette soif terrible qui nous fait souffrir et qui est encore pire que la faim. Don Quichotte jugea bon, c'est excellent, il prend silence par la bride. Et Sancho, son âne par le lit de colle, et ils avancèrent dans la prairie à tâtons, car la nuit était si noire qu'on n'y voyait rien. Il n'avait pas fait 200 pas qu'il reconnut un grand bruit d'eau, comme celui d'un torrent tombant du haut d'un rocher. Et comme ils s'arrêtaient pour écouter de quel côté il leur parvenait, ils entendaient tout à coup un autre bruit, encore plus fort. C'était des coups frappés en cadence, avec un grincement de chaîne et de fer, qui, ajouté au grondement furieux de l'eau, aurait jeté l'effroi dans tout autre cœur que celui de Don Quichotte. Mu par un cœur intrépide, il dit à son écuyer: remarque bien, fidèle, éloigne l'écuyer les ténèbres de ses mouvements. Son silence effrayant, le sourd et sombre murmure de ses arbres,
le terrible vacarme de cette eau qui semble se précipiter du haut des montagnes de la lune, et ces coups incessants qui frappent et blessent nos oreilles, toutes ces choses ensemble, et chacune séparément, aurait de quoi inspirer la crainte, la peur, et même l'épouvante au dieu Mars en personne. Eh bien, pour moi, elles sont autant d'aiguillons qui réveillent mon courage. Je sens mon cœur bondir dans ma poitrine du désir d'entreprendre cette aventure, pour périlleuse qu'elle paraisse. Serre donc un peu les sangles de Rocinante, et que Dieu te garde. Attends-moi là, et si au bout de 3 jours tu ne m'as pas vu revenir, tu retourneras au village. Et de là tu feras la grâce et la faveur d'aller au Toboso, dire à mon incomparable Dulcinée que son chevalier servant est mort, en voulant entreprendre des aventures qui leur rendraient dignes de lui appartenir. Dieu, vous voulez m'abandonner dans cet endroit où il n'y a pas un qui vive? Au nom de Dieu, notre Seigneur, ne m'infligez pas pareil outrage, monsieur le chevalier errant. Je comprends pas pourquoi vous voulez vous lancer dans une aventure aussi épouvantable. Il fait nuit, personne ne nous voit. Nous pouvons très bien changer de route et nous écarter de ce danger. Et tant pis si nous ne buvons pas pendant 3 jours. Comme il n'y a personne pour nous voir, personne ne pourra nous accuser d'être des lâches. Je te prie donc de te taire, Sancho. Serre les sangles de mon cheval, et attends-moi ici, je serai bientôt de retour, mort ou vif. Sancho, voyant que la décision de son maître était irrévocable, que ni larmes, ni conseils, ni prières n'avaient sur lui d'effet, décida d'employer la ruse et l'obliger à attendre au moins jusqu'au lever du jour. Pour cela, pendant qu'il serrait les sangles de Rocinante en douceur et sans faire semblant de rien, il lui lia les pieds avec le licol de son âne, de sorte que le moment venu, il fut impossible à Don Quichotte de partir. Plus il éprenait son cheval, moins il pouvait le faire avancer. Son cheval ne bougeait plus que par saut. Puisque Rocinante ne peut pas avancer, je me résignerai à attendre que l'aube sourit, même si je dois pleurer tout le temps qu'elle mettra à venir. Faut pas pleurer, monsieur. Faut pas pleurer. Et s'approchant de lui, Sancho mit une main sur l'arçon de devant et une autre sur celui de derrière, et il resta ainsi embrassant la cuisse gauche de son maître, sans oser s'en écarter d'un doigt, dont il était épouvanté par les coups qui continuaient à frapper alternativement. Entre-temps, le jour s'était enfin levé et l'on y voyait enfin plus clair. Sans plus attendre, Don Quichotte donna des éperons à Rocinante et avança du côté d'où lui semblait venir le bruit de l'eau et des coups. Sancho le suivait à pied, menant par le licol son âne. Ils débouchèrent dans une prairie surplombée de rochers d'où se déversait une énorme chute d'eau. Sancho ne lâchait pas son maître, allongeait le cou tant qu'il pouvait pour regarder entre les jambes de Rocinante, espérant découvrir enfin ce qui leur causait tant d'alarme. Il n'avait pas fait 100 pas que lorsqu'au détour d'un rocher apparut dans toute son évidence la cause seule possible de ce bruit épouvantable et pour eux terrifiant qui les avait tenus en émoi toute la nuit. C'était 6 maillets d'un moulin à foulon qui, en frappant alternativement, faisaient ce vacarme effrayant. À cette vue, Don Quichotte resta paralysé, sans voix. Sancho, les 2 joues gonflées par une forte envie de rire, explosa si bien qu'il dut se tenir les côtes avec ses poings pour ne pas en crever. 4 fois, il se calma et 4 fois... se mit alors à tomber. Sancho aurait aimé se mettre à l'abri dans le moulin. Mais Don Quichotte, après sa grossière méprise, l'avait prise en horreur et ne voulait à aucun prix y entrer. Tournant sur leur droite, ils se trouvèrent bientôt sur un chemin semblable à celui qu'ils avaient suivi la veille. Ils marchaient depuis un moment
lorsque notre chevalier aperçut au loin un homme portant sur la tête quelque chose qui brillait comme si c'était de l'or. Il se tourna aussitôt vers Sancho. Les proverbes disent vrai. Où une porte se ferme, une autre s'ouvre. En effet, si cette nuit, le sort a fermé la porte à nos espérances en nous mystifiant avec ses foulons, elle nous ouvre à présent à deux battants celle d'une aventure bien meilleure et plus certaine. Et si je ne parviens pas à entrer par cette porte-là, ce sera uniquement par ma faute, sans que je puisse en accuser ma méconnaissance des moulins ou l'obscurité nocturne. Ne vois-tu pas ce chevalier qui vient vers nous sur un cheval gris pommelé, avec un aume en or sur la tête? Je vois, monsieur, c'est tout ce que j'entrevois, c'est un homme monté sur un âne gris comme le mien, avec sur la tête quelque chose qui brille. Ce quelque chose, c'est le aume de Membrun. Allons, écarte-toi et laisse-moi me mesurer avec lui. Tu vas voir, sans perdre de temps, que je mènerai à terme cette aventure et m'emparerai de ce aume que j'ai si longtemps appelé de mes voeux. Il faut vous dire maintenant deux mots sur le aume, le chevalier et le cheval. Que voyait Don Quichotte? Il y avait dans les environs deux villages voisins, dont l'un était si petit qui ne comptait ni apothicaire, ni barbier. C'était donc le barbier du grand village qui servait aussi dans le petit, où justement un habitant avait eu besoin d'une saignée et un autre de se faire la barbe. Le barbier était parti en emportant son plat à barbe et surpris en chemin par la pluie, il avait mis sur sa tête pour ne pas attacher son chapeau qui devait être neuf. Et comme le plat était en cuivre bien astiqué, on le voyait reluire à une demi-lieue. Ce barbier montait un âne gris, comme l'avait dit Sancho, et c'est cela que Don Quichotte prit pour un cheval gris pommelé, un chevalier et un aume en or. Quand il vit le dit chevalier approcher, sans même entrer en pourparlers, Don Quichotte fondit sur lui aussi vite que lui permit Rocinante, la lance basse, bien résolue à le percer de part en part. Le barbier, voyant ce fantôme arriver sur lui à l'improviste, n'eut que le temps de se laisser tomber de son âne pour éviter d'être embroché avant de filer à travers champs plus rapide que l'éclair. Voyant qu'il avait laissé le plat à barbe par terre, Don Quichotte ordonna à son écuyer de ramasser le aume. Il le donna à Don Quichotte, qui s'en coiffa aussitôt en le tournant dans tous les sens pour en trouver l'emboîtement. Puis, ils mangèrent le reste des provisions prises sur l'âne du barbier et burent l'eau du torrent au foulon. Ayant par cette collation satisfait leur appétit et dissipé toute tristesse, ils remontèrent à cheval et sans prendre un chemin précis, car un chevalier errant se devait de n'en choisir aucun, ils se laissèrent conduire par la fantaisie de Rocinante, à laquelle se pliait volontiers son maître, ainsi que l'âne qui suivait son compagnon sans broncher. Partout et toujours, ils se retrouvèrent bientôt sur la grande route où ils marchèrent sans but.